Pékin, été 1966, la chaleur est étouffante sur la place Tiananmen. Devant la cité interdite, une marée humaine. 1 million de jeunes en uniforme vert olive, un brassard rouge au bras brandissant le petit livre rouge. Ils scandent le nom d'un seul homme, Mao Zedong. Et soudain, il apparaît. Le grand timonier debout au balcon, souriant, acclamé par la foule. Ce jour-là, les gardes rouges se sentent investis d'une mission sacrée, sauver la révolution. Ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à plonger leur pays dans l'une des décennies les plus cinglantes de son histoire. Des familles entières seront détruites par la suspicion et la peur. C'est ça, la révolution culturelle chinoise. Un mouvement lancé par Mao Zedong lui-même. Une tempête politique, idéologique et humaine qui a laissé derrière elle des millions de vies brisées. Alors, comment un pays tout entier a-t-il pu basculer dans ce cauchemar? Revenons au point de départ. Revenons quelques années en arrière. À la fin des années 1950, Mao Zedong vient de lancer une campagne titanesque, le Grand Bond en avant. Son objectif? Faire de la Chine une grande puissance industrielle en un temps record. Mais la réalité, c'est que c'est un désastre. Des décisions absurdes, comme forcer des millions de paysans à quitter leurs champs pour produire de l'acier de mauvaise qualité dans des fours de fortune, et pendant ce temps, des récoltes qui sont négligées. Résultat, le pays fait face à une famine, la plus terrible du 21e siècle. On parle ici de 15 à 45 millions de morts, des villages entiers décimés, des familles réduites à manger de l'herbe pour survivre. Ce fiasco marque profondément la Chine et affaiblit Mao. En 1959, il doit céder une partie du pouvoir. D'autres dirigeants plus pragmatiques prennent la main. Liu Shaoqi, président de la République, et Deng Xiaoping sont alliés. Leur objectif est simple, redresser l'économie, nourrir la population et ramener un peu de stabilité. Mais pour Mao, c'est une humiliation. Il se sent mis à l'écart et marginalisé. Et surtout, il est trahi par son propre parti. À partir de 1962, il tente de reprendre la main avec un mouvement d'éducation socialiste. Des cadres locaux sont accusés de corruption, sanctionnés, mais ça reste trop timide pour Mao. Il veut plus qu'une correction, il veut une nouvelle révolution qui balayerait tous ceux qui osent tempérer son idéologie. Et pour ça, il sait qu'il doit trouver une arme inattendue, une force capable de renverser l'ordre établi. Cette arme, ce sera la jeunesse chinoise. Nous sommes en 1966. Mao Zedong a 73 ans et il est décidé à reprendre la main coûte que coûte. Le 16 mai, une directive secrète du parti dénonce des ennemis infiltrés au sein du même pouvoir. C'est le signal. Mao met en place un groupe de révolution culturelle dirigé par ses fidèles dont sa femme Jiang Qing. Leur mission, purger le parti et la société de tout ce qui n'est pas révolutionnaire. Et pour mener cette bataille, Mao ne va pas s'appuyer sur l'armée, ni sur les anciens cadres du parti. Non, il choisit une armée inattendue. Les étudiants, les lycéens et la jeunesse chinoise. Dès l'été, des affiches géantes apparaissent dans les universités de Pékin. Elles dénoncent des professeurs et les dirigeants accusés d'être bourgeois, réactionnaires et les ennemis du peuple. Mao encourage ce mouvement en personne. Il leur donne même la suspension des cours pour que les jeunes se consacrent uniquement à la révolution. Et ces jeunes, ils vont se donner un nom, les gardes rouges. Ils brandissent le petit livre rouge, recueil des citations de Mao comme une bible révolutionnaire. Et surtout, ils croient être investis d'une mission sacrée. Sauver la révolution. Le 18 août 1966, la scène est grandiose. 1 million de gardes rouges se rassemblent sur la place Tiananmen. Mao apparaît souriant au balcon de la cité interdite. Il leur lance « Révoltez-vous ». La foule explose, c'est le lancement officiel de la révolution culturelle. Et très vite, les gardes rouges passent à l'action. Leur premier objectif, détruire ce que Mao appelle les 4 vieilleries. Vieilles idées, vieilles cultures, vieilles coutumes et vieilles habitudes. Les temples sont saccagés, des livres sont brûlés et des toiles d'art sont détruites. La Chine piétine son propre patrimoine au nom de la révolution. Mais ce n'est que le début, car bientôt les gardes rouges ne vont pas seulement s'attaquer aux statues et aux bibliothèques, ils vont s'en prendre aux êtres humains. 1967, un an après le début de la révolution culturelle, la Chine est en train de basculer dans le chaos total. Les gardes rouges, galvanisés par Mao, ne se contentent plus de défiler dans les rues. Ils s'attaquent désormais à tout ce qui représente une autorité. Professeurs, cadres locaux, artistes, religieux, personne n'est épargné. Et très vite, un autre danger apparaît. Les gardes rouges eux-mêmes se divisent. Chaque groupe prétend être le vrai défenseur de Mao. Chaque faction accuse l'autre de trahison. Résultat, des combats éclatent entre jeunes révolutionnaires dans les rues, dans les usines et parfois même dans les villages. La Chine sombre dans une anarchie sanglante. À Shanghai, des ouvriers renversent le gouvernement municipal et proclament la commune de Shanghai. Inspirée de la commune de Paris, elle devait symboliser la pure révolution populaire. Mais très vite, l'expérience dégénère. L'économie est paralysée, les transports s'arrêtent. Des provinces entières se retrouvent au bord de la famine. Et ce n'est pas tout. Dans certaines régions, la violence atteint un niveau insoutenable. Au Guangxi, par exemple, des factions révolutionnaires commettent des massacres atroces. Des milliers de personnes sont tuées et certaines
victimes subissent même du cannibalisme, un acte de barbarie inimaginable. La révolution culturelle, censée régénérer la société, est en train de transformer la Chine en un camp de bataille. Même l'armée, pourtant pliée au régime, commence à être contaminée par ce chaos. Le pouvoir central lui-même vacille. La Chine se rapproche dangereusement de la guerre civile. Et à ce moment-là, Mao comprend qu'il doit reprendre la main. Sinon, son propre monstre risque de le dévorer. 1968, 2 ans après le lancement de la révolution culturelle, la Chine est sans dessus dessous. Les villes sont à feu et à sang, les campagnes sont ravagées par les luttes de factions. Et Mao le sait, s'il ne prend pas le contrôle maintenant, son régime peut s'effondrer. Alors il fait appel à son dernier allié, l'armée populaire de libération. Sous les ordres du maréchal Lin Biao, fidèle compagnon de Mao, les soldats reçoivent une mission claire: désarmer les gardes rouges et rétablir l'ordre. Ces jeunes, exaltés, deviennent soudain des ennemis de la stabilité. Les affrontements sont violents et des étudiants enragés s'opposent aux militaires. Mais la puissance de feu de l'armée est écrasante. En quelques mois, les factions les plus radicales sont démantelées. Le mouvement des gardes rouges est officiellement terminé. Mais Mao n'en reste pas là. Que faire de ces millions de jeunes fanatisés, désœuvrés et désormais dangereux? Il trouve une solution brutale: les envoyer loin des villes, très loin. C'est le début du mouvement appelé « monter à la montagne, descendre à la campagne ». Des trains entiers remplis d'adolescents quittent Pékin, Shanghai et d'autres villes. Direction les campagnes les plus reculées de Chine. En tout, près de 17 millions de jeunes citadins sont envoyés de force dans les villages pour être rééduqués par les paysans. Ces jeunes, souvent à peine sortis de l'adolescence, laissent tout derrière eux: leur famille, leurs amis, leurs rêves d'études. Beaucoup se retrouvent à casser des pierres dans les champs, à trimer dans les rizières sans aucun espoir de retour. C'est la naissance de la fameuse génération perdue. Dans les gares, on entend les pleurs des adolescents arrachés à leurs parents. Une génération entière brisée, sacrifiée sur l'autel d'une révolution qui n'avait plus de sens. Et pendant que la jeunesse est exilée, Mao règle ses comptes au sommet de l'État. Son grand rival, Liu Shaoqi, ancien président de la République, meurt misérablement en prison en 1969, après des mois d'humiliation et de mauvais traitements. Deng Xiaoping, lui, est envoyé en exil intérieur. Mao a désormais éliminé et réduit au silence tous ses adversaires. Grâce à l'armée, Mao a repris le contrôle total du parti et du pays. La révolution culturelle rentre dans une nouvelle phase, plus sombre encore. 1969, Mao a repris la main. Ses rivaux sont morts ou réduits au silence. Son autorité semble totale. À ses côtés, un homme incarne cette victoire: Lin Biao. Maréchal, héros de l'armée, auteur du fameux petit livre rouge, c'est lui qui a porté Mao sur les épaules des soldats. En 1969, Lin est même désigné officiellement comme son successeur. Mais 2 ans plus tard, un coup de théâtre. En septembre 1971, un avion s'écrase en Mongolie. À son bord, Lin Biao et toute sa famille. Il n'y aura aucun survivant. La Chine apprend stupéfait que le bras droit de Mao aurait en réalité comploté pour renverser le grand timon. Selon la version officielle, Lin préparait un coup d'état. Découvert, il aurait tenté de fuir à l'étranger avant de mourir dans ce mystérieux crash. Ce drame est un véritable séisme. Depuis des années, la propagande glorifiait Lin Biao comme le fidèle des fidèles. Du jour au lendemain, il est déclaré traître, ennemi du peuple. Son nom disparaît des manuels, ses portraits sont brûlés, son souvenir est effacé. Pour la population, le choc est immense. Mao, lui, sort affaibli. Il perd son allié le plus proche et voit sa révolution culturelle entachée par ce scandale. Derrière les portes closes, la paranoïa mène. Le vieux chef sait qu'il ne contrôle plus totalement son propre système. La grande frénésie révolutionnaire retombe. La Chine est épuisée. Mais Mao n'a pas dit son dernier mot. Nous sommes au début des années 1970. La Chine sort peu à peu du chaos, mais les cicatrices restent béantes. Un homme tente de ramener un peu d'équilibre. Zhou Enlai, le Premier ministre. Pragmatique, respecté, apprécié du peuple, il cherche à relancer l'économie, rouvrir les universités et surtout à tourner la page de la terreur. En 1972, un événement historique survient. Le président américain Richard Nixon atterrit à Pékin. Oui, l'ennemi capitaliste en personne. Mao accepte de recevoir la délégation américaine. Un geste stratégique pour contrôler l'Union soviétique. Mais pour les Chinois, ce contraste est saisissant. À l'intérieur, la propagande impose encore l'adoration de Mao. Et à l'extérieur, le régime s'allie avec son rival d'hier. Pendant ce temps, au sommet du parti, les radicaux refusent de lâcher prise. Un groupe prend de plus en plus d'importance: la bande des 4. Parmi eux, Jiang Qing, la femme de Mao, et 3 fidèles extrémistes. Ils veulent prolonger la révolution culturelle, coûte que coûte, même si le peuple n'en peut plus. Mais en janvier 1976 survient un drame. Zhou Enlai meurt d'un cancer. Des millions de Chinois pleurent sincèrement ce dirigeant qui représentait un peu d'espoir. Au printemps, à l'occasion de la fête des morts, des milliers de citoyens déposent des gerbes et des poèmes en hommage à Zhou Enlai sur la place Tiananmen. Ce deuil devient une protestation silencieuse contre la bande des 4. Les autorités réagissent
réagissent avec brutalité. La manifestation est dispersée. C'est l'incident de Tiananmen d'avril 1976. Un signe que le peuple en a assez, mais que la peur continue à régner. Quelques mois plus tard, en septembre 1976, Mao Zedong meurt à 82 ans. Le grand timonier s'éteint après presque 30 ans à la tête de la Chine communiste. Le pays est fracturé, fatigué, brisé. En octobre, un mois seulement après sa mort, le nouveau dirigeant passe à l'action. La bande des quatre est arrêtée. Le chapitre sanglant de la révolution culturelle se referme enfin. 10 ans. La révolution culturelle a duré 10 longues années. Une décennie de chaos, de violence et de souffrance. Des millions de vies brisées, des familles déchirées, une culture millénaire piétinée et une génération entière sacrifiée, condamnée à grandir dans la peur ou dans l'exil intérieur. En 1991, le Parti communiste a fini par reconnaître que la révolution culturelle avait été une grave erreur. Mais en Chine, encore aujourd'hui, cette période reste largement taboue. On préfère oublier plutôt que d'en parler. Et pourtant, nous devons nous souvenir, parce que cette histoire, ce n'est pas qu'une affaire chinoise, c'est une leçon universelle. Elle nous rappelle qu'un culte de la personnalité, qu'un leader adulé sans limite peut retourner un peuple contre lui-même. Elle nous montre comment la jeunesse pleine d'idéal peut être manipulée jusqu'à devenir une arme. Alors souvenons-nous, pas pour raviver la douleur, mais pour éviter que l'histoire ne se répète. Car un peuple qui condamne son passé se condamne à le revivre.